CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Et on poursuit donc notre magazine avec cette fois-ci en direct aussi en visuel Dr Cécile Rousseau, professeure titulaire à la chaire de recherche du Canada, division de psychiatrie sociale à l'université McGill. Bon après-midi, Dr Rousseau. Bon après-midi. Ça va bien, docteur? Oh oui, le printemps arrive. Oui, il était temps, docteur. Mais il faut pas vendre la peau de l'hiver avant de l'avoir totalement tué. Hein? Alors, en parlant de tuerie, docteur, et de manière réelle et tangible, on se pose la question parce que dernièrement, le Québec a été confronté à des tueries de masse, des meurtres intrafamiliaux et un meurtre n'attendant pas l'autre et en veux-tu, en voilà. Et de sorte qu'on se pose la question, est-ce que c'est l'effet de publicité qui donne, qui pousse d'autres à vouloir y aller en voyant là une opportunité ou bien de se faire un nom, de se faire connaître ou d'expliquer ou de justifier leur détresse, docteur? Je pense que vous posez bien le problème. Donc, on a d'une part une détresse, entre autres au niveau des jeunes et des jeunes hommes, qui est en augmentation. Donc, il s'agit de quelque chose qui avait déjà commencé avant la pandémie et qui s'est accéléré avec la pandémie. À quoi s'est associé probablement la mondialisation? Vous savez que les inégalités sociales, on le voit maintenant avec l'inflation, sont de plus en plus importantes. Donc, beaucoup de gens se sentent exclus, des communautés ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à avoir les privilèges qu'ils devraient avoir, entre autres, c'est le cas des communautés culturelles, mais qui ne sont pas au devant de la scène parce que c'est souvent les majorités aux États-Unis et ici qui ont l'impression qu'ils perdent des privilèges. Donc on parle souvent de jeunes hommes blancs appartenant aux majorités et porteurs d'un discours qui est souvent raciste, extrême droite, misogyne. Donc vous voyez, mais qui traduit une détresse. Et ça, je pense que c'est important. Alors, ensuite, on arrive aux réseaux sociaux. Hein, les réseaux sociaux qui sont ce qu'on appelle des chambres d'écho. Donc, sur les réseaux sociaux, quand je suis en détresse, quand je suis fâchée, je vais rencontrer des gens qui pensent comme moi et ça peut me rassurer parce que je trouve une communauté et me calmer parce que je me sens entendue, mais très souvent, ça va légitimer le fait que je vis une injustice terrible et que la violence est légitime pour y répondre. Et ce qu'on voit, c'est commettre des gestes terribles, ça devient une façon d'exister. Je vais être reconnue, on va parler de moi dans les médias, on va parler de moi sur l'Internet et je sors de cet anonymat terrible où j'ai l'impression que personne ne m'entend. Donc effectivement, ce que vous dites, c'est il y a des phénomènes de contagion, je vais faire comme les autres, et il y a des phénomènes qu'on appelle d'imitation, c'est-à-dire que certaines personnes, même si ça fait très longtemps, comme Marc Lépine, comme Alexandre Bissonnette, deviennent maintenant des héros. Et puis quand on regarde ça, on regarde la souffrance et puis c'est pas parce que nous on n'est pas directement, quand je dis directement, personnellement touché
par ces situations-là, qu'on ne doit pas penser à ces familles qui perdent un être cher, un petit enfant de 6 ans qui meurt dans une violence comme ça, là. C'est dur à concevoir. Par contre, il faut regarder la famille aussi de ces gens esselés, arrivés à commettre de tels crimes, comme exemple le cas de Laval, un chauffeur d'autobus qui fonce mais va choisir une garderie. Alors que dans tous les discours, les petits enfants, quand on les voit, mais c'est avec des ailes d'ange, n'est-ce pas? Donc, il y a un sérieux problème de maladie mentale aussi auquel la société québécoise doit faire face. Alors ça, c'est intéressant le point que vous soulevez parce qu'il y a un gros débat ces temps-ci, vous voyez dans les médias, est-ce qu'il s'agit de problèmes de santé mentale? On a un ministre qui nous dit qu'il s'agit de folie meurtrière. Et puis vous avez beaucoup d'experts, des psychiatres, mes collègues qui disent attention, ça n'est pas de la maladie mentale. Alors je pense que là, il faut faire, c'est très mélangeant pour le grand public. Mm-hmm. Il faut faire vraiment une distinction. La santé mentale comprend les troubles de santé mentale, donc là on parle de gens qui ont une schizophrénie, une maladie affective bipolaire, et qui sont suivis en psychiatrie, mais ça comprend aussi la détresse très importante, c'est-à-dire le fait que quand la vie nous fait trop mal, quand on perd son emploi, quand on est seul, quand on a l'impression que notre famille ou notre société ne nous reconnaît pas, on peut devenir désespéré. Ça peut mener au suicide ou à l'homicide. Donc là, il s'agit de problèmes de santé mentale, mais qui sont liés à la détresse. Et ça aussi, il faut que les services de santé, mais aussi les communautés et les familles unissent tous leurs efforts pour prévenir ça, pour qu'il y en ait moins. Hein. C'est aussi une forme de détresse qu'avant on disait ça n'arrive pas au Québec, ça arrive aux États-Unis. Mais maintenant, à cause des médias sociaux et de l'Internet, bien, ce qui arrive aux États-Unis est en train de nous arriver, et ça, c'est quand même un peu paniquant. C'est préoccupant. Lorsqu'on dit que la maladie mentale, c'est quelqu'un qui souffre d'une forme quelconque, genre la dépression, mais qui est soigné, mais il y a tellement de cas de personnes malades mentalement et qui ignorent leur maladie, parce que je considère que quelqu'un qui fait une démarche de traitement est à moitié, entre guillemets, guéri et va éventuellement trouver la solution, mais quelqu'un qui ignore totalement qu'on lui dise que son entourage, qui est seulement une personne fonctionnelle dans la société avec ces périodes de troubles, cette personne est extrêmement dangereuse. On ne sait pas quand ça va, en bon québécois, péter. Mais écoutez, nous, on travaille beaucoup donc avec mon équipe clinique, avec des personnes comme ça, effectivement, qui nous sont quelquefois référées par les services policiers, ça peut être la GRC, donc la Gendarmerie royale, ça peut être les écoles, ça peut être leur famille. Et beaucoup de gens sont réticents. Et je pense qu'il faut changer notre façon de travailler. Ne pas attendre que les gens viennent à nous. Alors, il est important que les soignants aillent vers les personnes qui sont en détresse, quelquefois chez eux, dans leur quartier, finalement d'une façon qui va les rejoindre. Parce que si on attend que la personne vienne à un rendez-vous à un moment donné, souvent les gens ne viennent pas. Ce n'est pas une raison pour ne pas les rejoindre. L'autre chose, c'est que dans beaucoup de cas, les gens qui sont en détresse ou perturbés et très fâchés ne veulent pas d'aide parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont été trahis par tout le monde. Très souvent, nous aidons les familles. C'est-à-dire que les familles sont très importantes. Et aider une famille, ça va très souvent sauver la mise parce que les familles connaissent bien leurs fils, leurs frères, leurs neveux et il faut les aider. Et quand on les aide, on arrive très souvent à prévenir des catastrophes. Donc, quand les familles, et j'en entends beaucoup ces temps-ci, disent « nous ne sommes pas écoutés », les gens ne veulent pas nous parler parce qu'ils disent que c'est des adultes et que donc la confidentialité.
je pense qu'il faut sérieusement écouter les familles. Maintenant, on a parlé des médias sociaux, effectivement, ça apporte une nouvelle dimension, une nouvelle ouverture. Le monde devient véritablement un village global. On sait tout ce qui se passe. Je dirais pas en Chine, ni dans certains pays, mais généralement, on est informé de tout. Par contre, oui, ça contribue effectivement à apporter une autre dimension, une dimension, je dirais, grandiloquente, n'est-ce pas, à un événement. Ça donne une mesure extraordinaire à un événement. Est-ce que ça ne peut pas contribuer effectivement à pousser les gens à vouloir être, comme on l'a dit, le héros d'un jour, et peu importe si ça fait très mal, n'est-ce pas? Et comment s'adresser, comment utiliser, comment domestiquer les médias sociaux qui ont leur rôle, mais voilà, on est en train de voir le côté négatif des médias sociaux. Donc vous posez une question qui est absolument énorme parce que les réseaux sociaux sont en train de remplacer beaucoup des réseaux communautaires et des réseaux relationnels que les gens avaient, surtout quand les gens sont isolés. Être un monstre et être un héros, c'est très similaire. C'est être quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, quand on construit des monstres après les tueries de masse, on construit des formes d'anti-héros et ça, c'est très, très attirant. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est le traitement médiatique de l'information sur les tueries de masse et la façon dont c'est repris par les réseaux sociaux qui fait que ça peut devenir beaucoup plus attirant, ces formes de glorification de la violence. L'autre facteur, c'est que ces temps-ci, pour les jeunes, avec les changements climatiques, une planète qui ne va pas bien, des conditions sociales et économiques qui ne vont pas bien non plus, la guerre, donc beaucoup de choses qui sont sombres, beaucoup de jeunes ne croient plus au futur. Et donc, par rapport à ça, c'est un peu une vision où on va glorifier l'apocalypse. Si tout va s'effondrer, eh bien moi, au moins, je participerai de cet effondrement. Et moi, je vois beaucoup de jeunes qui me disent ça. Au moins, je vais donc, comme le bien, la moralité ne fonctionne pas, comme une société plus juste n'est pas à notre portée, eh bien, glorifions le mal. Et ça, c'est très contagieux aussi. Donc, vous voyez, effectivement, des réseaux sociaux qui jouent un rôle, pas causal, mais un rôle d'accélérateur pour tous ces phénomènes-là. Docteur, psychiatre, comment vous recevez ce type de phénomène-là? Parce que j'appelle ça un phénomène au Québec. En très peu de temps, autant de tueries, il y a quelque chose. Comment vous recevez ça? Quelle est la responsabilité que vous vous attribuez, n'est-ce pas, à tout ça? Quand on dit la responsabilité à guérir cette chose, à toucher de près, à faire en sorte de corriger la situation. Écoutez, je pense que ça prend un effort concerté en ce moment pour qu'on arrive à mitiger, c'est-à-dire à réduire les dommages et en avoir moins. Il va y en avoir dans les prochaines années, c'est évident, c'est comme une vague, mais on peut la réduire. Alors comment faire ça? Je pense qu'une des premières choses, il faut travailler en dehors de nos silos. Donc les gens en santé comme moi doivent travailler avec les gens en éducation et les gens en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on a le même mandat et les organismes communautaires. Il faut vraiment créer des liens et pas être en compétition, être en complémentarité. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est qu'il faut que les situations de détresse où les gens sont fâchés et parlent d'homicide ou parlent de choses terribles, il faut que ce soit priorisé. Vous savez, actuellement, on les réfère à la police ou on les réfère aux forces de sécurité, mais punir le désespoir, ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Si vous punissez quelqu'un de désespéré, il va rester désespéré, même après un séjour en prison, même après des accusations. Ça ne l'aide pas. Ça va même aggraver le problème. Donc, vous voyez, il faut vraiment qu'on travaille de façon concertée en se disant ce qu'on faisait avant, la judiciarisation et tout ça, face au problème actuel, ça ne marche pas. Et
le système de santé, bon, vous savez quelles sont nos limites actuellement, ne peut pas seul répondre, mais on est porteur de savoir et d'une expertise, et si on travaille avec les communautés, avec les organismes communautaires et avec les familles, je pense qu'on peut arriver à faire mieux que ce qui se passe en ce moment. Dernière question, docteur Rousseau. Est-ce qu'il n'est pas temps que le monde occidental, le monde du Nord en apprenne un peu du Sud? Parce que ce que nous entendons par désespoir au Nord, c'est réjouissance au Sud. Quelqu'un qui a de la difficulté ici, c'est peut-être la première lettre de difficulté au Sud, n'est-ce pas? Autrement dit, les gens du Sud, tellement démunis, tellement dans certains pays encore, j'en connais un au moins, n'est-ce pas, où les gens sont privés de tout et heureusement, ces gens-là n'agissent pas toujours de cette manière par désespoir. Au contraire, c'est des gens qui ont toujours le sourire, n'est-ce pas, le goût de vivre, n'est-ce pas, et cherchent par tous les moyens à vivre et non à enlever la vie, à s'enlever la vie. Est-ce qu'il n'est pas temps d'apprendre des pays pauvres aussi, docteur Rousseau? Je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que une société d'abondance, comme ici, une société de privilèges, où les gens souvent sont habitués à tout ce qu'ils ont comme si ça leur était dû, eh bien, ça fait aussi des gens amers et déçus. Et tout d'un coup, quand il faut partager, comme il faut partager maintenant mieux au niveau de la planète, eh bien, ça ne va plus du tout. Alors, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il faut qu'on regarde au-delà de nos frontières et qu'on se dise un peu quelle est la planète et l'humanité qu'on veut inventer pour demain, parce que sinon, on va être dans le ressentiment et dans la colère. Vous avez raison. Merci, docteur Cécile Rousseau, professeure titulaire à la chaire de recherche du Canada, division de psychiatrie sociale à l'Université McGill. Je vous remercie, docteur Rousseau, d'avoir pris du temps pour nous. Merci, bon après-midi. Merci, bon après-midi, au revoir.